Mais malheureusement, c'est terminé. Malheureusement, c'est terminé. Voilà, la vie me l'a levé. La vie te l'a levé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est décédée. Ça veut dire qu'elle est D'accord. décédée, elle est partie. Et du coup, après, pour se reconstruire après ça, c'est évidemment compliqué. Et je lui fais une petite vidéo où je lui dis toutes les choses, à quel point je l'aime, à quel point ça va aller, à quel point tout ça, nanana. Je lui envoie. Le lendemain, elle est partie. Elle n'a pas eu le temps de voir la vidéo. Je suis très content pour les deux personnes. Hein. Elles vivent à Dubaï, elles sont visiblement heureuses, elles font de l'argent, c'est cool pour elles, je ne les critique pas. Elles ont réussi leur chemin de vie. À quel prix? Je sais pas. Mais les gars, vous avez vendu votre âme au diable. Mais c'est une première! Effectivement. Effectivement, c'est une première, Jeff. Jeff, on t'a tous connu, c'était sur TF1. Nous étions en 2015 et c'était dans koh Johor. T'avais fait 29 jours quand même dans l'aventure. Hein. Ça. Sacré aventurier. Hein. Par la suite, rac, tac, t'avais pas épargné la production, t'étais allé sur le plateau de TPMP, mais tu pourras nous expliquer aujourd'hui avec beaucoup plus de recul, certainement, ce qui s'est passé. T'as participé également à la 8e édition des Anges, ça c'était du côté d'Énergie 12, saison que tu sembles regretter aujourd'hui, tu nous l'expliqueras également. Mais avant qu'on parle de tes années télé, Jeff, je te propose qu'on s'intéresse tout simplement à toi. Je voulais savoir, mais quelque chose me dit que c'est pas le cas, tu vas voir, si tu avais toujours été à l'aise avec toi, ton physique, ton corps, ta taille, tes yeux, tes bras. Je suis mec, donc oui, plus ou moins, mais après, non, j'ai jamais été, en tout cas plus jeune, à l'aise avec ce corps parce que j'étais un petit garçon obèse. Mais bon, ça c'était, ça fait partie un peu de mon petit jardin secret, ma vie privée. Mais c'est vrai que petit, j'étais un petit gros, comme on dit souvent, et ça a duré jusqu'à 12-13 ans. Ouais. Et ensuite j'ai explosé de par la natation, le sport, et j'ai grandi d'un coup. Donc l'adolescence m'a permis de m'affiner. Alors quand tu dis j'étais un petit garçon obèse, est-ce que tu étais officiellement obèse, comme obèse vu au sens du terme d'un médecin, ou alors c'est toi qui te voyais obèse et t'en fais des caisses aujourd'hui parce que t'étais un peu boudiné, mais t'estimes que t'étais obèse? Carnet de santé, risque important d'obésité. Ah ok. Voilà, parce que j'étais un petit geek. Je passais mon temps dans la librairie de mon grand-père à lire 3 tonnes de livres et jouer avec mes personnages, et sans beaucoup d'amis. Et ça m'allait très bien, hein. C'est que j'ai toujours été un peu sauvage, donc l'évolution a continué comme ça. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que après être surexposé justement par rapport à la télé et tout ça, c'était assez rigolo, parce que j'ai toujours été assez sauvage, et d'un coup, cette surexposition médiatique et sociale, c'était assez particulier à vivre. Comment tu l'as vécu d'être gros, comme tu le dis? On est un peu aveuglé par l'amour de nos parents et de nos grands-parents. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents incroyables, donc du coup, ma grand-mère m'a toujours nourri de son amour et de ses bons petits plats aussi. Donc du coup, les kilos ont fait en sorte d'arrondir un peu ma silhouette. Et après, ce qui a toujours été cool, c'est que mes longues années en natation, le surf, la chasse et toute la nage que j'ai faite toute ma vie, ça a payé, et d'un coup, tout s'est affiné. Mais c'est toi qui as voulu t'affiner à l'adolescence? Je pense que naturellement, ça s'est fait. Et ensuite, quand on voit exemple, quand on est plus jeune, qu'il y a ces petites booms, les petites fêtes qu'on a quand on est petit, tout ça, tout le monde danse des slows. Et j'ai 41 ans, j'ai jamais dansé un slow. Ok, parce que personne ne voulait danser des slows avec toi? Parce que petit, de moi-même, j'allais voir des enfants, des petites filles, en disant excuse-moi, tu peux danser avec moi, tout ça. Des petites filles, j'avais l'âge aussi, attention, encore remettre bien le contexte, voilà. Et donc du coup, c'est vrai qu'après, dès qu'il y a eu la phase un peu séduction garçon-fille, naturellement, ça s'est fait de s'affiner, et Dieu bénisse, l'adolescence et la puberté a bien joué. Est-ce que c'est cette obésité qui t'a fait grandir de façon un peu sauvage? C'est une très bonne question, Sam. Non, c'est pas ça. Un peu, ça en fait partie, bien évidemment, mais après, c'est la vie aussi qui fait qu'on est plus ou moins sauvage, et qu'il y a toujours eu ce côté un peu... Il y en a qui aiment s'épanouir avec 300 tonnes d'amis autour d'eux. Pas moi. Mais oui, t'as dit que depuis que t'étais tout petit, t'étais très solitaire. Oui. Pourquoi t'étais si solitaire? Parce que je me suis toujours suffi à avoir ma famille.
notamment, j'avais mes grands-parents, mais j'ai mes parents et ma sœur, qui sont les 3 personnes les plus précieuses que je puisse avoir à mes côtés. Et je les aime plus que tout. Et j'avais quelques amis, mais après, je me suis toujours limité à quelques amis parce que la trahison, un peu comme dans Koh-Lanta, dans la vraie vie, ça existe vraiment. Et plutôt que de se faire trahir dans tous les sens et se faire avoir, j'ai toujours préféré m'entourer de très très peu de personnes. Mais tu te reconnaissais pas dans les jeunes de ton âge à l'époque? On se reconnaît parce que c'est léger. À cet âge, on pense à danser, enfin, on pense à faire du foot, on pense à jouer au basket, on pense à plein de trucs. Mais après, quand tout ce qui est sorti, tout ça, c'est vrai que j'ai toujours été avec extrêmement peu de personnes. J'ai toujours été très proche de ma famille et de ma famille. Même au jour d'aujourd'hui, hein, je préfère passer très souvent les week-ends avec ma famille et ma sœur plutôt que d'aller en soirée ou autre. Tu as été très ému, d'ailleurs, je me souviens d'une séquence dans Les Anges. Donc on rappelle que ton projet professionnel, c'était comédien. On parlera plus en détail des Anges. Mais je me souviens d'une lettre, d'un texte que tu reçois, et c'est une lettre écrite par une maman, et tu es très ému. Je devais jouer, en fait, je devais interpréter une lettre qu'un petit garçon avait écrite à sa maman, et je devais donc l'interpréter, mais ça collait un peu à mon ressenti par rapport à ma mère. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop pourquoi, on en parlait dernièrement en plus avec ma mère, on ne sait pas trop pourquoi j'ai cet amour disproportionné envers ma mère comme je l'ai envers ma sœur. Hein. C'est des femmes que j'idolâtre comme j'idolâtre ma grand-mère, même si elle est partie. Mais je sais pas, c'est que j'ai peu de personnes dans ma vie, mais quand on rentre dans ma vie, j'aime énormément. Mais cet amour incommensurable que tu as pour ta mère, pour ta sœur, pour ta grand-mère, pour les femmes de ta famille, est-ce que ça t'a pas mis des bâtons dans les roues, niveau perso, niveau cœur? Est-ce que t'as pas toujours comparé les femmes que tu rencontrais, les jeunes filles que tu rencontrais? Non, pas vraiment. On va pas partir dans un truc de Jeep, tout ça. Tranquille, mais non, pas vraiment en fait, parce que il y a des femmes qui sont rentrées dans ma vie et qui avaient leur place aussi avec autant d'importance, peut-être un tout petit peu moins quand même, mais avec énormément d'importance au sein de mon cocon. Et donc ouais, j'ai pas eu de problème à insérer une personne si elle le mérite dans mon cocon. On parlait de ton côté sauvage depuis que tu es petit, et ce côté sauvage, c'est une partie de toi qui a été vue depuis Koh-Lanta par les spectateurs. Ce qui ressort beaucoup, c'est ta colère. C'est une certaine colère qui émanerait de toi, une colère que tu aurais envers la vie, mais on ne sait pas véritablement quoi. Mais le public, depuis qu'il te connaît, a cette impression de colère en toi, comme s'il y avait quelque chose qui bouillonnait. Il a raison ou pas, le public? Le public, il voit juste un Marseillais. Il voit un Marseillais. Quand on dit Marseillais, on va dire grande gueule. On va dire, et quand on dit les choses qu'on pense avec un peu plus de vulgarité qu'à Paris ou de façon un peu moins corporate qu'à Paris, ou quand on bouscule un peu les choses et les codes, c'est vrai que ça a souvent tendance à dire ouais, lui c'est une grande gueule, lui il est chaud, quoi que ce soit. C'est juste que je parle avec le cœur, mais je parle quand c'est sanguin aussi. Donc quand je vais dire quelque chose, je vais le dire. Et oui, il y a cette soif de combattre l'injustice, ça j'ai toujours eu. Et ça me rend toujours. Et d'ailleurs, j'aimerais pouvoir dire, je vais me calmer un peu tout ça, mais il y a des choses qui continuent à me dégoûter. Et j'en parle avec autant de ferveur. Donc oui, il y a toujours cette haine contre l'injustice. Je pense que je suis un super-héros, mais frustré. Au fond de toi? Exactement, je suis Spider-Man. Je suis un Peter Parker, mais de Marseille. Haine contre quelles injustices? Contre tout type d'injustice. Contre tout type d'injustice, surtout notamment au niveau de la société, au niveau de la télé et des médias en 2024, de la vie. Mais il y a des injustices que malheureusement dans la vie on ne peut pas combattre. En amour, on espère toujours, j'aurais jamais imaginé mon parcours amoureux comme il est aujourd'hui. C'est-à-dire compliqué on va dire, mais c'est vrai que à 41 ans, tous mes amis sont mariés avec des enfants. Et puis c'est vrai que je réalise qu'on t'a jamais véritablement vu avec quelqu'un depuis qu'on te connaît. J'ai toujours préservé ma vie privée, toujours, parce que comme j'ai toujours dit, vivons heureux, vivons cachés, et je crois en l'œil, et on me l'a tellement porté que même si j'ai eu des très belles relations, j'ai toujours préservé, même si c'était pas pour profiter d'autres filles ou quoi que ce soit, c'est juste tous mes proches savaient que j'étais avec quelqu'un, c'était le plus important pour moi, mais j'ai pas besoin de clamer haut et fort, je suis avec quelqu'un sur les réseaux, pour que les gens que j'aime le savent. La dernière relation en date que tu as eue, si je me trompe pas, tu m'arrêtes s'il y a une erreur, mais il me semble que c'était avec une jeune femme australienne avant ou pendant Koh-Lanta.
J'avais ton boulot de journaliste, bravo. Mais c'est pas ma dernière relation. Mais en tout cas, c'est définitivement la plus belle. Tu m'as eu là sur ce coup. C'était une relation incroyable. J'ai eu la chance de vivre un amour passionné avec elle. Mais malheureusement, c'est terminé. Malheureusement, c'est terminé. Voilà, la vie me l'a levé. La vie te l'a levé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est décédée. Ça veut dire qu'elle est D'accord. décédée. Elle est partie. Et du coup, après, pour se reconstruire après ça, c'est évidemment compliqué, même si on rencontre des personnes, tout ça. On a toujours cette frustration de dire qu'est-ce qu'aurait été la vie à ses côtés. Vous aviez passé combien de temps ensemble? Entre 3 et 4 ans. Mais elle habitait en Australie, j'étais en France, donc c'est vrai que les allers-retours, c'était compliqué. Mais on a eu des épisodes de Koh-Lanta ensemble. Et je connaissais sa famille, elle connaissait la mienne. Ouais. Je peux te demander pour quelle raison elle est partie? Elle est partie d'un cancer. D'accord, ok, je suis désolé. Quel type de cancer? Un cancer du sein triple négatif. Ok. C'est le cancer le plus agressif qui puisse exister. Tu l'as traversé avec elle? J'ai été là comme j'ai pu, malgré la distance. Je suis allé la voir dès qu'on l'a annoncé. Après, Tu te souviens quand elle te l'a annoncé? très très bien. Très très bien. Elle me l'a annoncé, je montais à Paris pour faire une interview sur NRJ12. Et j'étais avec mon père dans la voiture. Et je reçois ce coup de fil. On s'était séparés en décembre parce que la vie m'avait séparé. Parce que la distance et tout ça. Et en février, elle m'appelle en me disant écoute, il se passe quelque chose, il faut que tu viennes tout de suite en Australie. Et elle m'a dit ce que c'était. Donc elle m'a dit qu'elle était malade. Donc je suis venu à Paris, j'avais pas la tête à ça, je suis rentré, je suis reparti direct. D'accord. Et t'es allé l'argent dans l'Australie? C'est ça. Donc pose de cathéter, tout ce qui va avec, première chimio et tout ça. Comment on accompagne une femme qui est atteinte d'un cancer du sein foudroyant? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a peur. Mais on peut pas forcément transmettre cette peur à cette personne parce que c'est une éponge, elle a besoin de bonne énergie, elle a extrêmement peur, donc il faut pas lui montrer. Il faut lui faire croire, en tout cas, il faut lui faire croire en elle et croire en son destin et que ce sera qu'une passade qu'on va combattre, qu'on va construire autre chose, qu'il y aura un après. Et mais au fond d'elle, quand elle avait des docteurs qui disaient c'est triple négatif, quand elle rencontrait des agnelles qui lui disaient oh putain t'as le pire ma chérie, je suis désolé tout ça, elle savait très bien que c'était compliqué. Et parce que Google, parce que tout ça, et Elle savait que ses jours étaient comptés? elle espérait que non, Oui. Les médecins lui disaient quoi? que ça allait être compliqué. Mais compliqué, ça veut tout et rien dire. Quand on donne une espérance de vie, c'est compliqué. Ils aiment pas se positionner. Encore une fois, là c'est compliqué parce que on a envie de donner tout type d'espoir à ce genre aux personnes malades, mais il faut quand même rester impartial. Et on peut pas faire croire à une personne qui est gravement malade, t'inquiète, Oui. dans 15 jours, tu n'as plus rien. Donc, elle y a cru. Elle a eu la chance d'avoir des moyens financiers déployés qui étaient incroyables. Parce que son patron a été incroyablement humain par rapport à ça. Mais ça l'a pas sauvé. Et quand vous savez qu'une des plus grosses fortunes du monde est prête à tout mettre sur la table pour vous sauver et que ça marche pas, vous vous rendez compte en fait que c'est le mektoub, comme on dit, c'est le destin. Votre heure était là, c'était votre heure, et c'était à vous. Pendant combien de temps, Jeff, t'as pu l'accompagner? Pas longtemps, malheureusement. Pas assez. Ouais. 1 mois et demi. Ensuite, c'était des messages, c'était des appels. Après, c'était plus de FaceTime, c'était plus d'appels parce que la voix était un peu plus fatiguée. Le physique avait changé. Donc, du coup,
Elle souhaitait pas forcément qu'on se voit. Et voilà. Et le pire truc, Sam, c'est que... Attends, mais déjà, à la base, pourquoi on parle de ça? On ne devait pas parler de ça, tu me racontes des trucs... le pire truc, c'est que sa meilleure amie m'appelle et elle me dit c'est la fin, il faut que tu lui fasses, si tu veux lui faire un message, elle a dit elle m'a dit de te demander si tu avais un message à lui faire passer. Fais-le passer maintenant parce que c'est fini. Et elle aimait Notre-Dame de la Garde, la bonne mère, comme on dit à Marseille. Et je lui fais une petite vidéo où je lui dis toutes les choses, à quel point je l'aime, à quel point ça va aller, à quel point tout ça, là. Je lui envoie. Le lendemain, elle est partie. Elle n'a pas eu le temps de voir la vidéo. Ah. Et c'est con, mais il y a toujours ce goût d'inachevé. Parce que elle avait beau avoir les défauts qu'elle avait, comme tout le monde a des défauts. C'était la personne la plus inspirante, la plus incroyablement belle à mes yeux. Et drôle. Et ben, je finirai pas ma vie avec elle. Tu pensais finir ta vie avec elle? Oui. Ce tatouage que tu as sur les bras, il y a un lien avec cette relation? Il y a écrit Never sur un bras, Again, ça veut dire plus jamais. Plus jamais. Là, parce que quand on traverse plein de trucs comme ça, c'est vrai que c'est compliqué de recroire en l'amour. Ensuite, quand on rencontre d'autres personnes qui sont un peu plus malsaines, notamment dans une société très compliquée, les relations hommes-femmes, on se dit je peux plus croire en qui que ce soit. Quand on rencontre des gens malveillants, on se dit je peux plus croire en ces personnes, je ne referai plus ces mêmes erreurs. Mais clairement, je peux clairement dire que non, l'amour, le véritable passionnel, la plus belle histoire que je puisse raconter, c'est comment je tombe amoureux d'elle. On a passé une soirée ensemble où on n'a rien fait, rien. On s'est juste endormis, les bras dans les bras l'un de l'autre. Elle s'est retournée, elle m'a souri, et c'est là où j'ai dit c'est elle. T'es déjà retombé amoureux depuis? Ça a picoté, mais pas de là à dire c'est the one, quoi. C'est elle. Le deuil, il est fait après toutes ces années? On fait son deuil après plusieurs années? Est-ce qu'on fait son deuil après je continue à garder des contacts avec sa mère parce que je pense que on pense souvent aux gens qui partent, mais il y a ceux qui restent aussi. C'est compliqué. J'ai perdu ma grand-mère. J'ai beau penser à elle tous les jours. Je préfère prendre soin du coup des gens qui sont encore là, même en continuant à respecter la mémoire de ma grand-mère, bien évidemment. C'était dur pour toi de rien dire pendant la diffusion de Koh-Lanta, l'après, tout ce que tu as pu faire par la suite? Pendant Koh-Lanta, non, parce que je m'affichais avec elle, les gens savaient et j'avais pas besoin de quoi que ce soit. Mais ouais, c'était. Après, on a tous des petites relations alternatives après une zone de deuil. Mais on essaye de combler un vide, on essaie de la retrouver à travers les yeux de chaque personne. Mais après, il faut pas bloquer là-dessus parce que du coup, on vit plus. En tout cas, merci pour cette confidence. Je t'en prie, Sam. Je t'en prie. J'aimerais te parler de Koh-Lanta. Je te le disais tout à l'heure. Transition tranquille. On t'a tous découvert en 2015. C'était dans Koh-Lanta Johor. Et au niveau de ton portrait, tu étais présenté comme un provocateur, un orgueilleux. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as pensé de ton portrait? Je l'ai pas trouvé juste du tout. Mais après, c'était un peu l'étiquette qu'ils voulaient me coller, je pense, avec en contrepartie avec l'évolution de mon personnage, dans le sens où quand on arrive et que on connaît personne et que d'un coup ça se teste un peu. Tu vois, c'est un peu une bande de loups, ça commence à se tester un peu tout ça. Tu es obligé de rentrer un peu dedans, tu vois, jouer un peu des épaules comme on dit au foot et tout. Mais après, plus le temps passe et plus tu peux baisser un peu la garde avec certaines personnes, ce que je n'aurais pas dû faire. Ça m'a coûté 100 000 €. Mais et là, tu deviens un peu plus Jean-François. Tu es un peu plus humain, tu parles avec le cœur, tu parles de ta vie privée. Les gens sur l'île savaient que j'étais avec Nathalie, par exemple. Mais après, ça a été une très belle expérience, mais j'ai trouvé ça un peu injuste.
Il y a une séquence, hein, on s'en souvient tous encore aujourd'hui, Madrid, c'est on perd celle-là. contre Dijon. Frère, on se combat, je te le dis. Je suis perdu contre Jurassic Park. Je suis bien meilleur en boxe maintenant. Je suis bien meilleur. On va jamais manger, les gars, on va jamais manger. Priez pour que Corinne arrive, parce que si je reviens, je vous défonce à tous. Ça fait 29 jours dans l'aventure, tu penses que c'est ton côté sanguin qui aura eu ta peau? C'est mon côté vrai. C'est même pas mon côté sanguin. On est venu me voir en me disant pour qui tu vas voter. J'ai dit ben, j'ai voté pour elle. Toute la journée elle dit qu'elle est pleine de ça, pleine de ça, pleine de ça. Elle est pleine d'argent et l'autre elle me dit qu'elle a un galère d'argent. Bien évidemment que je vais voter pour une personne. Enfin, je vais voter contre une personne qui est pleine d'argent. Enfin, c'est comme si demain on va au restaurant et qu'on a encore de la nourriture et qu'on a demandé un doggy bag, tu vas le donner à qui? Un mec en clochard ou un clochard? Un mec en costume ou un clochard? Sam. Ah, moi personnellement, Oui. tu me poses la question? Oui. Je vais le donner à une personne qui en aura besoin. Bien sûr, pas à clochard, pardon. Donc tu as compris, à une personne sans domicile fixe. Voilà, et ben, là c'était un peu le même principe pour moi. Alors oui, il y avait la compétition, mais on parle de 100 000 euros. 100 000 euros, ça aurait pu donner un coup de pouce à une personne qui maintenant, Dieu bénisse, elle n'en a pas besoin parce je suis très content de Mélissa, qui avait fait les poteaux. Et je suis très content pour elle parce qu'elle a une maison d'hôte en Guadeloupe, sur l'île de la Désirade, incroyable. Et je suis très content pour elle et son mari. Donc c'est ton côté vrai qui t'a empêché de remporter ton Koh-Lanta. Exactement. Et après ta participation sur les réseaux sociaux, tu avais relayé la rumeur d'un internaute qui t'avait été reproché, je crois, qui disait que le vainqueur de l'édition de Koh-Lanta, Johor, aurait payé d'anciens aventuriers pour lui apprendre la survie. Oui. Pourquoi tu avais choisi de relayer cette rumeur? Après, c'est vrai que ça va paraître encore genre le rageux qui est resté perché en 2015. C'est pas du tout le cas. Là, on en discute, mais je suis complètement détaché de tout ça. Tu sais, Bah, bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts. Vraiment, ALP, je leur souhaite bonne continuation, de très belles saisons de Koh-Lanta, Denis Brognard pareil, tous, je leur souhaite vraiment à tous de très belles aventures. Mais c'est vrai qu'après, sur le moment, ben, j'ai trouvé ça injuste parce que c'était une réalité. Parce que les anciens aventuriers de Koh-Lanta m'en ont parlé directement. Et j'ai vu des messages et tout, j'ai dit, en fait, le mec, il savait déjà tout. Mais qui? Qui? Qui savait déjà tout? Ben, Marc, la personne qui a gagné. Les dés étaient déjà un peu pivés parce que justement, il était déjà parti en vacances avec 2-3 personnes, des anciens aventuriers, qu'il avait un peu façonné en disant fais pas ça, fais ça, fais ça, fais pas ça, ne la joue pas comme ça. Et donc, j'ai trouvé ça triste parce que quand j'arrivais sur Koh-Lanta, je découvrais vraiment Koh-Lanta. Je regardais même pas Koh-Lanta. Donc, tous les aventuriers de Koh-Lanta qui y sont notamment actuellement, ils découvrent les aventures, ils découvrent les épreuves, ils découvrent les... Et là, j'avais l'impression qu'ils savaient, ah non, mais ça, c'est ça, ah, mais ça, c'est cette épreuve, tout ça, c'est... Ben voilà, c'est comme si je te dis, je connais déjà la fin de Stranger Things, quoi. Et pourquoi t'étais allé sur le plateau de Touche pas à mon poste et t'avais dit je ne suis plus sous contrat avec la boîte de prod, alors balançons les dossiers. C'était quoi? C'était la colère? C'était le sentiment de vengeance? Qu'est-ce qui t'anime? Frustration. C'est après, encore une fois, je m'en fous complètement, ça y est, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'était juste de la frustration parce que j'entendais parler d'un aura d'aventurier et je voyais faire des All-Stars à des personnes qui le méritaient pas forcément, qui avaient fait 2 jours sur l'île, donc... Tu parles de qui? Dylan Thierry? Oui. Ouais. En 2 jours, tu méritais All-Star et moi, en 29 jours, je méritais pas. Est-ce que c'est pas parce que t'avais fait les anges? Aussi. Voilà. Et a priori, il me semble que la production, tu me dis si je me trompe encore une fois, mais a toujours été claire par rapport à cette règle? Ou est-ce que ça l'était pas assez pour toi, peut-être en 2015? Parce que la règle, c'était, si vous faites une télé-réalité, vous faites plus Koh-Lanta. Complètement. Mais moi, c'est pour ça que la prod, je leur en veux même pas. J'en veux plus à la grosse équipe parce qu'il y avait un casteur qui me disait, mais t'inquiète, j'ai déjà bossé pour eux, mais ils vont te reprendre et tout, là. Je me suis fait avoir, un peu comme toujours, je me suis fait avoir encore une fois, mais après, je le regrette pas. Je regrette d'avoir fait les anges, mais tant pis, j'ai fait mes erreurs, comme tout être humain. On va en parler justement des anges. Mais concernant la prod de Koh-Lanta, ils avaient dit Jeff n'a jamais été blacklisté. Comme il le dit partout, il faut savoir qu'à leur retour de Koh-Lanta, les candidats sont briefés. On leur explique qu'en participant à une émission de télé-réalité, ils perdraient leur aura d'aventurier. Après une télé-réalité, ils ont une image auprès des téléspectateurs qui ne correspond plus à celle de Koh-Lanta. Ça, peut-être qu'à l'époque, tu le comprenais pas. Alors, je le comprenais. Il n'y a aucun problème. Mais enfin, on parle de, il y a pas mal d'années en arrière. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est juste que je le comprenais, mais c'est juste que ce qui me dérangeait, c'est que prendre des gars, des vrais aventuriers. Alors, on parle de All-Star, le retour des héros.
En 2 jours, t'as pas été à 1 euro en 2 jours quand même. Concernant celui qui avait fait 2 jours, Dylan Thierry, t'avais dit, tu reprends un Dylan qui est arrivé en mocassin Gucci, qui a fait 2 jours, tu le reprends. Donc lui, potentiellement, en 2 jours, il t'a prouvé plus l'aura aventurier que moi en 30 jours. Est-ce qu'il mérite sa place? C'est un personnage. J'ai raison ou pas? En 2 jours d'aventure, tu prouves plus qu'en 29? C'est une question que je te pose, Sam. Non. Par contre, en 2 jours d'aventure, non, t'avais fait beaucoup de buzz. J'allais dire, il a fait peut-être plus de buzz, mais. Tu arrives en mocassin Gucci, sachant que. C'est vrai. Sachant que, à la base, quand tu fais le casting de Koh-Lanta, et ils pourront tous le dire, ceux de ma saison, tous les éléments que tu portes dans ton sac, photo, on te lève les marques, tu peux pas avoir certaines paires de chaussures, je sais pas. Et eux, ils ont autorisé un aventurier de venir en chemise et mocassin Gucci. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que ça allait buzzer. Qu'est-ce qu'un aventurier va foutre avec des mocassins Gucci? Et après s'inventer de dire ouais j'ai fait un deal avec Gucci. Frérot, arrête de prendre pour une Donc encore une fois, ça a été donné de la merde aux téléspectateurs que malheureusement ALP a validé. J'ai trouvé ça extrêmement triste. C'est tout. Après, il a fait son aventure, il a fait toutes ses émissions, je m'en fous complètement. Chacun fait sa vie. On est en 2024. Je pense que j'ai autre chose à faire que de continuer à surfer sur ces vagues de il a fait ça, je m'en fous, mais c'est juste que pour l'explication, j'ai pas trouvé ça en 2000, je m'en souviens plus l'année, fair play. C'est tout. Mais après, je comprends leur décision, c'est juste que j'étais un peu triste d'avoir Alexia Laroche-Joubert qui avait balancé ça sur, je crois que c'était sur TPMP. Ouais, il va pas le faire parce qu'il a plus l'aura d'aventurier. C'était un peu le terme qui m'a piqué. Si aujourd'hui, la boîte de prod qui fabrique Koh-Lanta change d'avis et dit OK, anyway, peu importe l'image d'aventurier, au final ça valait en 2015, ça vaut plus en 2024, peu importe s'ils ont fait de la télé-réalité, on va faire un All-Star. Un All-Star où on peut prendre tout le monde. Ils te contactent. Tu dis quoi? Une partie de moi va dire bien évidemment que je suis chaud. Bien évidemment que je suis chaud. Et une autre partie me dit putain, est-ce que je me remets pas dans un bourbier parce que je vais encore me faire avoir? Mais je devais tourner un tournage, je devais participer à une émission qui devait tourner en juin, qui s'appelait Magnus. Oula. Voilà. Oula, j'ai entendu des choses, hein. Je sais. Sur cette émission Magnus. C'est le producteur, c'est celui qui faisait Miss Esthétique. Avec Mila Jasmine. C'est ça. C'est ça, en animatrice. Il y avait une énorme polémique avec des votes, des trucages. Enfin bref, ça a été... les cadeaux qui étaient promis, qui n'étaient pas les bons. Il y avait des gains en chirurgie esthétique. Enfin, c'était catastrophique. Malheureusement, le tournage, il y avait 15 aventuriers confirmés, on va dire. Il y avait Pascal de Koh-Lanta, il y avait Wendy, il y avait moi, il y avait des gens de Pékin Express, il y avait Kumba aussi. Et 15 anonymes. Et finalement, il y avait Xavier Delarue en tant que présentateur. Animé par Xavier Delarue. Exactement. Annoncé, animé par Xavier Delarue. Exactement. Et finalement, ça s'est pas fait. On saura jamais si ça a été une bonne chose, si on a évité le flop ou pas. On le saura jamais. Ça a été peut-être reconduit, on sait pas. On verra si c'est dans le tuyau ou pas. Mais encore une fois, c'est le maudit. C'est chaque fois que je me mets dans des bourbiers, donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que vraiment se remet dans des bourbiers? Bien sûr que j'aurais envie de repartir dans une aventure, parce que j'ai une âme d'aventurier. Mais tu penses que c'était sérieux cette histoire de Magnus? Je te dis ça parce que moi j'ai reçu des mails. Notamment d'une personne qui me dit avoir fait le casting et qui me dit j'aimerais tout te raconter. Les castings se passent pas comme ça nous a été promis, etc. Apparemment, au niveau de la phase de casting, il y a déjà plein de problèmes. Je sais pas. Après, le problème, c'est que, et tu le sais, je pense que beaucoup s'inventent des histoires pour pouvoir être assis sur ce canapé. Et avoir leur petit moment de lumière et te raconter tout ça. Voilà. Donc peut-être... Je pense aussi, sans être mauvaise langue, que étant donné que c'est la production de Miss Esthétique... J'ai pas dit le contraire. C'est pas faux qu'il y ait des problèmes. J'ai pas dit le contraire. Mais par contre, venir en tant qu'invité pour te balancer tout ça, c'était, je pense, leur petit moment de lumière. Après, c'est autre chose. Après, je ne connais pas... j'ai eu une discussion vite fait avec les producteurs, tout ça, mais je les ai jamais rencontrés, donc je sais pas. Et j'ai vu, bien évidemment, parce que je me renseigne sur qui est le producteur, les différents programmes qu'il avait fait. Pas fan, mais après, il faut accorder une seconde chance parfois. Mais sur certaines phases de production, je n'étais pas d'accord du tout, et je leur ai fait savoir. Après, la vie a fait que le projet est tombé à l'eau. Mais qu'est-ce que tu as fait savoir? Quelle phase de production avec lesquelles tu n'étais pas d'accord? Casting payant. C'est-à-dire casting payant? Casting payant. C'est-à-dire que... Oui, mais toi, tu n'avais pas besoin de payer pour faire le casting. J'ai pas été casté, moi. C'est eux qui sont venus me chercher. Voilà. Mais ça veut dire que si une personne, entre guillemets, lambda voulait faire le casting, fallait payer? Oui. Donc, on a fait quand même un petit blocos avec notamment Pascal et tout ça. On nous a dit, mais pas du tout. On n'a jamais fait de casting payant, ça n'existe pas. Du coup, ça a été annulé.
Ensuite, ça a été les votes payants. Comme sur Miss Esthétique. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, on leur a dit, non, par contre, il faut arrêter tout ça, ce truc d'argent. Argent casting, ça fait pas bon ménage. Pas du tout. Donc voilà. Faut fuir Exactement. quand c'est comme ça. Donc finalement, ça s'est pas fait. Après, je souhaite pas de mal du tout à cette production, parce que si peut-être on a l'occasion de recollaborer, on verra. Mais après ce faux pas, il est évident que ils sont attendus au tournant. Notamment par toi, visiblement. Alors moi je les attends pas du tout autour. Ah, d'accord. J'ai reçu des éléments par Oui, mais par s'il email. faut un autre truc, Je me suis un peu renseigné et comme j'ai gardé en mémoire l'expérience de Miss Esthétique que j'en avais un petit peu parlé sur mes plateaux et c'était assez catastrophique. J'ai pas regardé. Mais Ah ok, bah d'accord. oui, quand même. Hein. Il y a beaucoup de médias institutionnels, D'accord, il y a eu ok. des enquêtes. Ok. Ça allait très loin. Hein. Ok. Ça allait très 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 loin cette histoire. Je me suis dit ça sent pas forcément bon. Bourbier. Ouais, c'est Et bon. j'ai eu ouï dire que Xavier, qui était à l'animation, était pas très content apparemment de ce qui m'a été rapporté. Après, c'est quand même investi, hein, parce que bon, il a quand même levé toutes ses photos de son feed, tout ça, pour se consacrer à Magnus, tout ça. Après, il nous a envoyé un petit message super formel et cordial en disant qu'il se retirait du projet. C'est quand même chaud, quand même, parce que bon, si toi, en tant que présentateur, qui a fait la tournée des médias pour présenter ce produit, et finalement, tu te retires du projet, ça sent mauvais. J'aimerais qu'on parle un petit peu des anges. Ouais, ok. T'as toujours dit depuis que t'as participé aux Anges, c'était sur Énergie 12, c'était la 8e saison, Ouais. t'as toujours dit que tu regrettais cette expérience. Pire regret de ma vie. C'est-à-dire que pendant que tu le vivais, Ouais. tu le regrettais. Ah oui. Pire regret de ma vie. Pire regret de ma vie. Pourquoi tu restais? Parce que j'ai déblacklisté avec Koh-Lanta, déjà. Dès que j'ai mis un pied, la prod m'a dit, on sait que t'as signé, on est désolé, mais on tente d'avertir que tu pourras pas le refaire. Donc du coup, une fois que j'étais dans la merde, restez un maximum d'argent, pour l'argent. Uniquement. Ok. T'étais bien payé? C'était correct. Mais correct, rien de fou. Et pourquoi pendant que tu le vivais, ce tournage, tu le regrettais? Ben, choc de culture, quand même. Choc de culture, j'étais avec une promotion assez particulière. Il y avait Jazz, Oui. il y avait Sarah Frézou, il y avait Coralie, il y avait Mélanie, il y avait Neouda. Neouda, il y avait Ricardo, il y avait Raph, il y avait des grosses têtes et il y avait des young guns aussi, des nouvelles stars qui voulaient péter. Et c'était le Far West. Et moi au milieu qui voyais des belles voilà. Et puis il y avait ces trucs aussi. Et je suis content un peu maintenant quand même que les langues un peu se lâchent parce que quand il y avait la grosse vague et tu l'as vécu, sans je pense, Oui. d'Énergie 12, Oui. personne voulait lâcher le dossier. Parce qu'ils espéraient que se faire appeler. Et là, d'un coup, quand Énergie 12 a coulé, ils ont un peu dit, non mais en fait, c'était pas briefé, mais en fait, c'était pas dirigé, mais c'était plus ou moins dit ça. Mais en fait, c'était clairement ça. C'est-à-dire que t'en as vu des hypocrites une fois que le programme est tombé? Une fois que le programme est tombé, c'est-à-dire que Énergie 12 est tombé ou Une fois que le programme est tombé et que même la chaîne, c'était très dur pour la chaîne. Quand il y a eu la polémique, tu parles de la polémique avec Angèle Salentino, Ragnar, Awel. Même avant, il y avait plein de trucs qui se passaient et ils disaient rien. Et ils cachaient. Et quand on leur pose des questions, exemple, il y a la drogue sur le programme? Jamais de la vie, jamais. Alors que tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Il y a l'alcool? Non, jamais. C'est pas vrai. Juste pourquoi? Pour se faire appeler pour les anges 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jeff, mais ça c'est valable pour tous les programmes. Tu poses la question dans les Marseillais, on te répond exactement la même chose. Tu poses la question pour tous les programmes, on te répond exactement la même chose. Et une fois que les gens sont sortis du game, ils disent, bon, en fait, oui, il y en avait. Mais pourquoi tu l'as pas dit il y a 3-4 ans alors? Pour justement prévenir un peu les choses et leur dire, les gars, c'est de la merde. Faites attention. Mais tu as incité toute cette jeunesse à arrêter l'école et se mettre à la salle de sport pour apprendre à twerker et se faire des squats et travailler les pecs pour pouvoir faire le casting des Marseillais. Et ça, je trouve ça déplorable. Parce que maintenant, quand je suis arrivé justement dans les anges, je m'en souviendrai toute ma vie. Sarah Frézou et Jazz me disaient, ah mais Jeff, là on est dans les anges. C'est bon, on a réussi. Et là, je me disais, mais moi, mon rêve, c'est d'aller être à Hawaï, d'aller surfer. Et eux, c'était pour faire les anges. Et en fait, ils ont compris parce que si on les regarde maintenant, je suis très content pour les deux personnes. Hein. Elles vivent à Dubaï, elles sont visiblement heureuses, elles font de l'argent, c'est cool pour elles, je les critique pas. Elles ont réussi leur chemin de vie. À quel prix? Je sais pas. Mais les gars, vous avez vendu votre âme au diable. Et c'est d'une tristesse parce que vous avez, je sais pas, vous avez dessiné votre destin par rapport aux followers. Pourquoi elles ont vendu leur âme au diable? Parce que si leur téléphone il tombe en panne, elles perdent tout. Et je sais même pas si elles auraient pas plus peur de perdre leur compte Instagram que leur propre enfant. Et ça m'attriste énormément déjà ça. Quand j'entends mon compte Snap il a sauté, mon compte Insta il a sauté, mon compte il a sauté. Ok, c'est pas grave.
Tu es en bonne santé, ta famille est en bonne santé, tes enfants sont en bonne santé. C'est pas grave en soi. Mais en fait, leur vie tourne autour de ça. Et c'est d'une tristesse de dire, oui, mais ça va, des stress, non? Tranquille. Et je trouve ça très triste. Le problème, c'est qu'après, ça a été compliqué quand c'est parti un peu du côté un peu plus provoque. Puis par la suite, il y avait une relation entre Andréane et Aurélie Preston. Ça, c'était compliqué aussi à gérer. Toi qui t'avais mis beaucoup en colère. Oui. T'avais oui. même été accusé par le public, rappelle-toi. Ouais. Il nous disait que t'étais homophobe. Ouais. Et tu as un peu participé à cette promotion aussi parce que tu les avais invités aussi, je m'en souviens. Eh ben, explique-moi pourquoi. Je les ai invités comme je t'ai invité toi. Frérot, tu m'as invité 15 ans après. Non, je t'avais invité à l'époque. Ouais, à l'époque, ouais. Si, je t'avais invité à l'époque. à T'avais l'époque. dit que t'avais retrouvé un WhatsApp que je t'avais C'est envoyé. vrai, mais il y avait Magali Berda qui nous bloquait, et tu le sais. Parce que Magali Ah. Berda, elle filtrait énormément les trucs, et donc voilà. Ah non, ça je le savais pas. Eh ben, je te le dis. Attends, à l'époque, t'es en train de me dire que Magali Berda t'avait bloqué l'interview avec moi? Ah, Magali Berda, elle me filtrait. Magali Berda, j'étais un des premiers à signer. Il y avait Aurélie, il y avait Jazz, il y avait Dimitri, moi, on était 4-5 à signer. Attends, on est en quelle année pour les anges? Ouais, 2016, je crois. 2016? Ouais, un truc comme ça. 2016, mais 2016, je m'entendais plutôt bien moi avec Magali Berda. Mais elle savait qui elle voulait mettre et les placements de produits. Je m'en souviens encore. Daniel Wellington. Je peux citer les marques, c'est pas grave. Oui, oui, Vas-y, bien ok. sûr. Visiblement, je dois avoir un deal avec eux et tout ça, et finalement, c'est pas fait. Je dis, putain, Les montres. Ouais. Je l'appelle, donc je contacte directement Daniel Wellington, je fais, excusez-moi, par contre, je comprends pas pourquoi. Ah, mais c'est nous, on vous veut, c'est Magali qui vous veut pas parce qu'elle estime que... Alors attends, juste, excuse-moi, Donc, pareil parce pour- que je découvre ce que tu es en train de me Ouais. dire. Alors, qu'elle m'a bloqué récemment par rapport à nos histoires juridiques, quand bien même ce n'est pas légal de faire du boycott envers quelqu'un. On s'en fout, c'est pas grave. On s'en fout, non mais je l'entends. C'était à Mais trois par- années Non, non, avant, non, mais- mais c'est pas ça, je veux juste comprendre. Parce que je comprends pas l'objectif de te bloquer en 2016, sachant qu'à l'époque, je m'entendais plutôt... Enfin, on était cordial. Mais je vais t'expliquer pourquoi. On était cordial, donc pourquoi ne pas vouloir, pourquoi te dire non, tu fais pas une interview avec Sam Zira, alors qu'Andréane, Aurélie et les autres faisaient une interview avec Sam Zira, et Magali Berda n'était pas la prod des anges. Parce que Aurélie et Andréane, elles avaient le vent en poupe, elles étaient bankable. Et pas moi sur ce coup, parce que moi, si d'un coup, si je venais te voir et expliquer les histoires qui allaient se passer en disant ce qui se disait en fait que tout était factice, et qu'en fait ce couple-là, je m'en souviens, ils avaient les fleurs, genre Adam et Ève, tu te rappelles comment Oui, elles étaient on avait fait un truc printanier. Eh oui, je m'en souviendrai toute ma vie. Quand je les ai vus, je dis putain, ils les a invités, et moi, j'avais pas eu droit à mon droit de réponse. Mais moi, je t'avais invité. Mais Magali m'avait dit non. Moi, je t'avais invité et t'aurais pu me le dire. T'aurais pu me dire, Sam, elle te mène en bateau. C'est faux. Elles ont jamais été ensemble, elles sont pas ensemble. Je t'aurais permis de le dire. C'est pour ça que, et ce qui est Parce que je rigolo. filtre pas ce que vous dites. Non, t'inquiète. Et c'est pour ce qui est rigolo, c'est que c'est genre un an après, ou même plus, c'est qu'elles ont avoué que c'était faux. Oui, tout à Et fait. il y a personne qui m'a dit, frérot, tu avais raison. Les seuls qui m'avaient défendu dans cette histoire, c'était Mélanie et Coralie. Mélanie Dacruz et Coralie Porovecchio, ça m'étonne pas. Pour lesquels j'ai, notamment Mélanie, même si je souhaite tout le bonheur du monde à Coralie aussi, un immense respect et elle a toute ma tendresse et ma bienveillance. Et donc ça veut dire quoi? T'es en train d'expliquer qu'en fait Magali Berda en 2016 avait peur qu'en venant chez moi, selon toi bien sûr, J'allais en chier venant sur, chez moi, j'allais chier sur sa vache à lait. c'est-à-dire t'allais dire que tout était faux. Évidemment. Et Parce donc- que tout était faux. Et quelles auraient été les conséquences? Ben, elles auraient été moins bankable, donc moins de contrats et tout ce qui va avec. Donc moins de placement de produits. Mais pourquoi tu penses que deux personnes... Enfin, faut se remettre dans le contexte. Je m'en souviens, dimanche, on est off. Même Aurélie, que franchement, j'ai aucun problème avec elle. Encore une fois, on s'est eu au téléphone 50 fois depuis. Tout a été réglé. Il y a que de la tendresse entre elle et moi. Surtout avec tout ce qui s'est passé dans sa vie. Que de la bienveillance aussi. Je lui donne toute la force possible. Dimanche, je suis dégoûté que Mila soit partie. On devait faire le premier couple lesbien. Et on aurait eu tous les followers. Et là, je la regarde, je fais, ah ouais, toi, tu es dans le futur. J'avais déjà pensé à se mettre un couple. Et là, je me suis dit, mais en fait, ils utilisent les gens et leur... Mais c'est du pinkwashing en plus. je sais pas si c'est... Ouais, probablement du pinkwashing, je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Mais c'est utilisé donc... ta La sexualité cause pour, LGBTQIA+, en Voilà. fait, pour être bien vu ou Bah, faire des vues. Complètement. Et je me suis dit, ah ouais, vous êtes dans le futur, vous. Et du coup, elle s'est mise avec Andréane pour ça. Et je dis, mais putain, mais vous êtes lunaire. Eh ben, j'ai une question à te poser, Jeff. Dis-moi. Maintenant que je sais tout ça. Voilà. Eh ben, pourquoi t'avais écouté Magali Berda? Avec ton caractère, pourquoi t'as pas porté tes couilles? Et pourquoi tu t'es pas dit, pourquoi t'as pas dit, bah non, Magali, j'irai quand même? Parce que je m'appelle Santiago Jean-François et que chaque fois qu'on m'insultait, je répondais. J'ai envoyé 50 têtes de partout, il y a personne qui est venu. Mais le nombre de fois que j'ai insulté les gens, et que même, je m'en souviens, pendant l'époque de Koh-Lanta, il y a Denis Brognard qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Détends-toi quand même, parce que là, tu les insultes trop et tout. » là. Le nombre de personnes que j'ai insultées, de 12, 13 ans, 14 ans, qui me disent ça, et donc de façon extrêmement vulgaire, que je ne dirais pas face à ta caméra,
je l'ai fait, trop fait. Et tu sais, quand tu es fatigué, tu sais quoi? Allez, faut faire un cul. Basta maintenant. Oui, mais est-ce que c'était pas parce que toi aussi, quelque part, tu voulais qu'elle te donne des placements de produits? Mais pas du tout. J'étais une des premières à quitter son truc de merde, moi. J'ai quitté le navire direct. Dès qu'elle s'est manquée avec Natural Mojo, Dan Willington, j'ai fait stop, allez, je vois que tu sais de me niquer, donner la force aux autres. Basta. Et maintenant, ils ont tous pété et grand bien leur face, qu'ils fassent des milliards d'euros, tant mieux. Moi, je préfère être dans l'ombre, heureux, serein, plutôt que de devoir m'exposer toujours. Salut les loulous. Alors aujourd'hui, je suis avec Samira, c'est super, on fait une interview. Je m'en bats les couilles. Clairement. Ok, bah là, dis donc, tu viens de me dire un sacré truc, je savais pas. Donc tu vois, peut-être que mon destin aurait été autre. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que j'aurais fait le truc avec toi. Peut-être que, je sais pas, j'aurais été remarqué ou d'autres. Je sais pas. Mais parce qu'ensuite à ça, j'avais refusé les Marseillais, évidemment. J'ai refusé la Villa des Cœurs Brisés. J'ai refusé plein de trucs. Pourquoi t'as refusé les Marseillais? On t'avait proposé les Marseillais? Je suis un vrai Marseillais. Mais je sais. Et parce que le problème, c'est que on m'avait proposé, les Marseillais avaient le reste du monde, pour être plus exact. Ok. Et pour être dans le reste du monde, moi, en tant que vrai Marseillais, ils m'auraient mis dans le reste du monde et ils auraient mis des mecs de Toulon, de Perpignan, tout ça, en tant que Marseillais. Je l'aurais mal vécu. Donc, j'ai refusé. T'aimerais refaire de la télé-réalité? À mon âge, Il n'y a pas d'âge. on ne parle pas d'âge. Ah, franchement, il n'y a pas d'âge. Ah non, mais pardon, mais je suis désolé, mais quand on est 40 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, on peut faire de la télé-réalité. Et même à 50 ans, moi, j'ai envie qu'il y ait plus d'influenceuses de 50, 60 ans. Pourquoi c'est toujours les jeunes de 20 ans qui proposent le maquillage et la Tu as raison. poudre et tout ça? Et ça aussi, ça peut être fait par des mamans de 60 ans, de 50 ans. Ben oui, parce que c'est la cible. On a tous des cibles différentes. Donc, en soi, oui, tu as raison. Mais après, donc, du coup, moi, je serais plus une cible d'hommes entre 35 et 45 ans, peut-être. Mais faire de la télé, oui. Mais est-ce que moi, je serais à l'aise? Déjà que j'étais limite à l'aise à l'époque des anges, en 2016. Est-ce que tu me vois vraiment à l'aise dans un Frenchy Shore, par exemple? Ah non, tu cherches. Tu vois ce que je veux te dire? Non, mais là, tu viens de prendre l'exemple extrême. Ah ouais, mais je te parle de télé 2024. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est tout dans le clash, tout dans le truc, et la demi-mesure avec moi, c'est compliqué, dans le sens Ah, toutes les prods sont pas pareilles. peut-être. Vraiment. Peut-être que tu as raison, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de programme. Après, peut-être de passer en tant que présentateur, j'aurais adoré le faire. Faire notre émission d'aventure, j'aurais adoré le faire. Après une télé-réalité, s'il y a juste le fond d'être enfermé dans une télé, juste dans une villa incroyable, et de créer des disputes où il n'y a pas lieu de se disputer ou non. Par contre, s'il y a un vrai truc derrière, chaud, vas-y, appelle tes producteurs, je suis là avec. Jeff, est-ce que tu as des regrets par rapport à Aurélie Preston? Je te parle pas de la relation avec Andréane, je te parle par rapport à un traitement qu'elle a reçu dans certaines téléréalités et par la suite, elle a expliqué l'année dernière qu'elle avait commis un geste qui aurait pu être totalement je sais, mais irréparable. Je pense notamment à ça. Assume ta merde. Bah ouais, j'assume. Moi, ne te fais qu'à booster par ta mère parce que je vais te la faire manger, je te le dis. Je pas ton pote, je te le Tu sais pas parler en fait, c'est abusé. À 33 ans, tu ne sais pas parler. Ouais, et bah tu sais quoi? Ton gros cas de merde, je suis pas ton pote, je te le dis. Mais moi non, j'ai pas peur. Tremble pas, tu vas faire un arrêt J'ai cardiaque. peur, t'es même pas content de ton... Et étonnamment, tu sembles regarder cette séquence avec de la tendresse. Ben, il y a un peu de nostalgie quand même. On parle tu vois ce que je veux dire? On parle d'il y a longtemps. J'étais au soleil, j'étais à Hawaï. Frère, tu vois ce que je veux dire? Bon, j'étais entouré de personnes, notamment d'Andréane et d'autres personnes inexistantes. Mais ouais, j'aimerais bien retourner justement à cette époque et tout arrêter, reprendre mes remarques. Même si j'avais repris mes affaires à cet instant, j'avais quand même l'étiquette ange de la télé. Oui, mais est-ce que toi, tu trouves que tu as participé à une sorte d'harcèlement, d'acharnement sur Aurélie Preston? Non, sois honnête. Non, je vais être très honnête. Oui. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que ça, il y a que Aurélie et comment il s'appelle? Et Raph qui le savent. Et Raph qui était là en tout cas. Mais après leur petite idylle entre Andréane et Aurélie, ça s'est apaisé. On a discuté avec Aurélie et on s'est dit mais putain, quitte à jouer les acteurs, on aurait dû faire genre les mecs ensemble. On aurait dû genre faire l'acting un peu ensemble, idylle ensemble. Personne nous aurait cassé les couilles. Tout ça, là. Et après mais après on a dit mais en fait parce qu'on était dans un truc, tu sais que c'est faux, je sais que c'est faux, on accorde nos violons, c'est parfait. Et donc là, c'était faux ou c'était vrai? Ah non, c'était vrai là. Mais moi le problème c'est que je joue pas. À part le truc avec Andréane, je jouais pas. Quand je m'énervais vraiment, tu vois que je fais. Oui, mais est-ce que t'as pas participé quelque part à de l'acharnement sur elle? Parce qu'elle dit que dans sa saison des anges, elle a subi l'acharnement de quasiment tous les candidats. Elle a subi l'acharnement parce qu'en fait, attention,
Je ne manque pas de respect à Aurélie, que ce soit bien clair. Je ne cautionne pas ce qui s'est passé et comme c'est allé très loin. Mais en même temps, il y a toujours tu sais, que ce soit les uns ou les autres, il y en a toujours tous des clichés, des étiquettes sur le front. Il y a toujours la grande gueule, il y a toujours le méchant, il y a toujours la bimbo, il y a toujours la victime, il y a toujours le geek. Tu sais, un peu dans les collèges américains, dans les lycées, là, tout ça, eh ben, c'est un peu ça. Et là, en l'occurrence, cette saison, malheureusement, elle était la victime. Non, mais c'est pas cool. C'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout. Mais elle se laissait pas faire quand même. Hein. Là, vous voyez, elle se laissait vraiment pas faire du tout. Hein. Et parce qu'elle est très très forte, Aurélie. Et malgré tout ce qui se passe dans sa vie, j'ai un immense respect pour elle parce que de par son livre, sa carrière musicale et tout, elle a toujours su rebondir. Et j'ai énormément de respect pour elle. Et elle le sait. C'est Mila à qui t'avais avoué une certaine attirance au Tiens, début des tous les épisodes. dossiers, tu vas me sortir tous les dossiers. Mais oui, je t'ai jamais reçu, c'est la première fois, j'en profite. Putain, tu aurais dû m'appeler avant, parce que là j'ai l'impression de revivre le Je revival. t'avais appelé, on va pas refaire vrai, le film. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas moi qui t'avais Non, appelé. Mila, ben, respect maintenant, c'est une maman, elle est mariée et tout, mais non, Mila, c'est la féminité, voilà quoi. C'est le corps, la féminité. En plus, j'ai eu la chance de la rencontrer, on a fait un tour ensemble. Je la trouve extrêmement belle. Elle est douce, elle est gentille, elle est drôle. Elle avait la culture un peu américaine et tout, comme j'aime musicalement et tout. Elle avait déjà une vision du business bien ciblée. Et au-delà de ça, je l'aimais beaucoup, moi. Enfin, humainement, je te parlais pas de charnel ou quoi que ce soit, mais elle était cool. Elle était vraiment cool. T'as quelqu'un en ce moment? T'as quelqu'un toi en ce moment? Oui. Je reste évasif sur cette question parce que avoir quelqu'un ou pas, c'est ma vie privée, et je reste toujours évasif parce que c'est compliqué. Mais on va dire que je suis comment se dire, je suis célibataire mais pas disponible. T'es célibataire mais pas disponible. Ouais. Tu fréquentes quoi? On peut dire ça comme ça. Comme Voilà. disaient nos grands-parents. Je fréquente, et encore, je peux même pas dire que je fréquente, mais je vivote. Mais aussi. Oui, bah après voilà, je vis, tu vois ce que je veux dire, je vis, mais après, mais bien sûr que j'aspire à ce que tout se concrétise d'être tout simplement heureux et serein. Et aujourd'hui, tu travailles dans un restaurant à Marseille, c'est ça? T'es manager? C'est pas tout à fait un restaurant, c'est un concept store qui s'appelle Jogging à Marseille. Okay. C'est une entité sur Marseille qui travaille avec Jacques Mus, Marine Serre et toutes les jolies marques dans le sud. Et c'est un concept store de boutique. C'est un peu comme Colette, vous aviez à Paris? Bien sûr, qui n'existe plus, qui a été transformé en boutique Saint-Laurent. Je sais, en 2017. Et ça a fermé. Et j'étais à la fermeture d'ailleurs. C'est un peu notre Colette Marseille, on va dire. Il y a une jolie épicerie. Ouais. Et il y a une jolie sélection mode plutôt sympa. Ok. Et quel est ton rôle? Je gère l'établissement mode et l'établissement restaurant. C'est génial, dis donc. Mais t'as des sacrées responsabilités, ça veut dire? Ouais, c'est cool. En même temps, j'ai toujours travaillé soit dans la mode, soit dans la restauration. Donc, j'ai toujours alterné mon parcours professionnel dans ces deux mondes. Donc, ouais, Mais ça se voit que t'aimes la mode. Merci beaucoup. Ouais. On voit que le look est travaillé. Merci beaucoup, Sam. Merci. T'as toujours aimé ça? Oui, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça parce que je sais pas pourquoi, en fait, j'ai toujours aimé ça. Mais ouais, ça a toujours été un truc qui m'a toujours attiré. Moi, t'avais même fait, mais attends, je m'en souviens. T'avais fait une émission avec Christina Cordula. T'avais fait les reines du shopping. Exactement, avec Angélique. Waouh, ça remonte, hein. Ouais, avec Angélique, ouais. Elle avait gagné d'ailleurs. Ah bah ça, j'avais oublié. Elle avait gagné. Ah oui, quand Angélique a gagné. Sympa, la Cordula? Je l'ai pas rencontrée. Ah bon? Non. Parce qu'en fait, on fait le... C'est une cas. Elle a dû la rencontrer, mais en fait, vu qu'on était à deux, j'étais dans son conseiller. Et ensuite, il y a que la participante qui rencontre Christina Cordula. Ok. Donc, je l'ai pas rencontrée. Non. Ok, Jeff. Bah écoute, moi je te remercie pour cette interview. Merci à en toi. toute intimité. On est remonté dans le passé. Exactement. En même temps, c'est normal, c'est la première fois que je te reçois. Bah écoute, en tout cas, tiens mon numéro. Hein. Bah oui. Cool. Oui. Je peux venir sur Marseille aussi. Hein. Ah bah j'aimerais beaucoup. Bah écoute, tu es le bienvenu. J'aimerais beaucoup. Bien Je suis désolé. le bienvenu. Merci beaucoup. Merci Jeff Santiago. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est _, Jeffrick, Yep. _. Il y a un TikTok? Non, je suis trop vieux pour ça. Bah arrête avec l'âge. Il y a un Snap?
Ouais, mais encore une fois, non, Insta, c'est très bien. Allez, Insta, Jeffreak, J'espère que vous avez apprécié cette interview en toute intimité en compagnie de Jeff. On est remonté très loin, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et niveau médiatique, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, même moi, j'ai appris des choses, dis donc. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours, j'espère, des confidences en toute intimité, puisque vous savez que j'aime beaucoup ça. Voilà, à bientôt. Prenez soin de vous et dites aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. Bye bye.